Franck Bellivier, comment est-ce que vous réagissez à ces premiers chiffres? Qu'est-ce qui vous interpelle? Alors, je rejoins Alice Aupetit sur 2 points. D'abord, cette photographie est très intéressante. Il nous manque effectivement pour l'interprétation des résultats, et je pense qu'une bonne partie de nos discussions vont être dédiées à ce que cela révèle et ce qui est en dessous de ces chiffres. Mais sur le premier point, cette photographie est évidemment très intéressante sur un sujet vraiment d'intérêt, comme vous l'avez dit en introduction, cette population vulnérable que sont les jeunes. Et sur le deuxième point qui est, on aimerait avoir des chiffres de référence pour pouvoir interpréter une forme de cinétique, une tendance, pour être sûr qu'on est bien sur une tendance d'aggravation. Mais je suis d'accord avec Alice Aupetit pour dire qu'on a des données historiques qui indiquent qu'on a probablement là des indicateurs en population générale de mauvaise santé mentale, en tout cas dans une partie des jeunes, et qu'on peut mettre en parallèle d'ailleurs avec ce que l'on observe dans les services cliniques. Là, je parle en termes de troubles, où on a effectivement vu une forte majoration de la demande chez les jeunes en termes de prise en charge médicale, que ce soit pour les troubles anxieux, pour les troubles dépressifs, pour les conduites suicidaires, pour les troubles des conduites alimentaires, qui sont un phénomène qui est très marquant mois après mois pendant ces 2 années de crise. Il y a un résultat qui m'a particulièrement intéressé dans cette première partie, c'est ce que la question te sens-tu épanoui avec tes amis, avec ta famille, les études en amour, qui aborde indirectement finalement les facteurs protecteurs et les facteurs de vulnérabilité. Et c'est vrai qu'à la lecture de cela, j'avais une question de méthode à vous poser, qui était de savoir si vous aviez exploré, si c'était une question fermée, il pouvait répondre qu'à ces 4-là, ou s'il y avait d'autres facteurs, soit de vulnérabilité, soit de protection, qui avaient été investigués au travers de cette question. Par exemple, l'effet négatif des réseaux sociaux, par exemple, l'effet positif du sport, par exemple, bon. Mais en tout cas, je trouve que ça nous donne une porte d'entrée sur où est-ce qu'il faut agir pour renforcer la protection, où est-ce qu'il faut agir pour diminuer la fragilisation. Alors, non, pas dans le cas de ces études, mais comme je le disais, nous, on suit beaucoup cette population, que ce soit d'ailleurs pour des systèmes de prévention ou dans le cadre ce que je disais, du dispositif Moi Jeune que nous avons avec 20 minutes. Et c'est pour ça qu'on a resserré sur ces éléments-là, qui sont effectivement, comme vous l'avez dit, à la fois les facteurs qui sont des facteurs de protection et à la fois des facteurs de fragilisation. Et ce sont les 2 principaux. Mais dans le cadre de cette étude, on a effectivement exploré que ces 2-là. Bon, en tout cas, voilà, le rôle protecteur des amis et de la famille. Oui, ça va mieux en le rappelant. Ça va mieux en le rappelant. Et l'accompagnement de cette jeune génération en plein développement sur les aspects de formation et de futur professionnel, puisqu'on retrouve après que l'anticipation anxieuse de l'avenir, elle est aussi liée à les études que je vais faire, le travail que j'aurai. L'amour, je pense quand même que c'est une préoccupation entre 15 et 25 ans. Qui prend du temps à se stabiliser, et je n'étais pas très étonné de ces résultats. Là, c'est le psychiatre qui parle plus que le délégué ministériel. C'était difficile de ne pas aussi prendre ma casquette de psychiatre dans la lecture de ces résultats. Alors, deuxième partie, une jeunesse sujette et exposée à différents troubles dans leur quotidien. Là aussi, nous avons dû poser des mots. Bien sûr, ça va un peu vite, mais sur cnews.fr, vous avez l'ensemble de l'enquête qui est en train d'être mise en ligne, et sur le site du Psychodon, l'ensemble de l'enquête sera également accessible. Alors Luc Balleroy, un mal-être général de la jeunesse, avec un premier chiffre qui est un peu inquiétant, parce que c'est énorme, 91% ressentent au moins l'un de ces mots. Expliquez-nous. Oui, alors d'abord on a cité pas mal de mots. Il y a des mots qui sont, je dirais, plus ou moins graves, puisqu'on leur demandait, est-ce qu'il t'arrive dans ton quotidien d'être stressé, déprimé, triste, angoissé, oppressé, d'avoir des pensées suicidaires, de se sentir harcelé ou aucune. Bon, je dirais que être stressé,
Quand on fait des études, ça arrive. Quand se sentir triste, ça arrive aussi. Donc on a 77% qui nous disent stressés, 65% qui nous disent tristes, 68% qui nous disent déprimés, qui est déjà une étape un peu supplémentaire, mais là aussi on peut dire que ça nous arrive. Angoissés, 61%, c'est un mot plus fort. Forcément, les individus, même nous, nous n'imitons pas les mêmes choses que ce que peut y mettre un médecin derrière ce qu'est l'angoisse, sachant que l'angoisse, à la différence de la peur, peut-être, mais vous l'expliquerez peut-être tout à l'heure. Si j'ai peur de me brûler et que je prends une tasse à café, j'agis. Je ne la prends pas. L'angoisse, c'est l'incapacité à agir face à des événements qui m'entourent. Par exemple, c'est pour ça que je dis que souvent l'environnement est un facteur important, parce que les jeunes sont désarmés face à ça. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans ce siècle où on leur a dit que ça allait être catastrophique et ils ne voient rien se passer. Donc ça, c'est un facteur d'angoisse. Donc voilà, on a ça. On a un 7% quand même qui nous disent se sentir harcelés. C'est un sujet, c'est un vrai sujet. Vous avez parlé des réseaux sociaux. On ne l'a pas dans cette étude, mais on a plus de 70% qui nous disent qu'ils voudraient être moins dépendants des réseaux sociaux. Donc c'est un chiffre extrêmement important. Mais le chiffre le plus important, pour moi presque de ce sondage, quand il y a un focus sur la page d'après, c'est 25% qui nous disent avoir dans leur quotidien des pensées suicidaires. C'est-à-dire qu'à nouveau, on est 1 sur 4 là, à nouveau. Je reprends l'exemple, c'est 1 sur 4, bon... 1 sur 4, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. On prend une école. Moi, j'ai un enfant qui a 12 ans. Et ils sont 1000 dans leur collège. Ça en fait 250. C'est beaucoup. Voilà. Et, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est un facteur qui est très lié à l'âge, quand même. Ce chiffre, il est à 30% sur les 16-18. Il descend un peu à entre 19 et 21 ans à 27%. Et puis après, on voit bien qu'il diminue encore, même s'il reste encore important, 16%, entre 22 et 24. C'est-à-dire quand on rentre dans la vie active, quand on commence à construire aussi peut-être sa relation amoureuse, quand on commence à sentir que les choses se stabilisent, parce que vous allez le dire sûrement, mais voilà, l'adolescence, c'est quand même le grand bouleversement chimique. Et puis c'est le bouleversement aussi de la vie, qui était le cocon, et puis il faut sortir du cocon. Mais voilà, c'est un chiffre sur lequel je pense qu'il faut s'arrêter. 30% sur les 16-18 ans déclarent des pensées suicidaires dans leur quotidien. On observe bien les mots, des pensées suicidaires dans leur quotidien. Là aussi, c'est quand même un chiffre, Alice Aupetit, qui est très, évidemment très impactant, qui est même angoissant. Comment ça se manifeste, vous, dans votre observation en tant que pédopsychiatre, et à l'hôpital, comment ça se traduit ? Est-ce que vous ressentez cela factuellement ? Oui, absolument, on le ressent très fort et tous les jours. Concrètement, ça se traduit par des passages aux urgences très très importants. Votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Beaucoup de passages aux urgences pour des pensées suicidaires, voire des passages à l'acte. Chez les adolescents, c'est beaucoup des scarifications, des intoxications médicamenteuses volontaires. Donc voilà, beaucoup de passages aux urgences, énormément de demandes d'hospitalisation aussi qui nous arrivent et auxquelles malheureusement on ne peut pas répondre à toutes parce qu'il y a un gros problème de manque de lits d'hospitalisation en pédopsychiatrie. Donc oui, c'est extrêmement préoccupant et puis ça amène les médecins et les professionnels de santé à essayer d'accompagner autant que possible en ambulatoire en faisant des aménagements en s'appuyant beaucoup sur la famille. C'est vrai qu'on voyait à quel point la famille c'était un soutien énorme pour les jeunes. Et bien on mobilise beaucoup les parents, les frères et sœurs. On peut faire des arrêts de travail aux parents, etc. pour combler parfois le manque de place en hospitalisation. Mais oui, là, on sent quelque chose de très concret. Vous entendez que dans la pratique d'une pédopsychiatre à l'hôpital, on peut faire des arrêts de travail aux parents. C'est signifiant, ça veut dire combien on transmet, on transfère le soin aussi à la famille. Et ça, c'est très très lourd. C'est
dont je parle, puisque mon frère, vous le savez, j'ai publié, donc on ne le cache pas, La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène. On sait ce que c'est pour les familles de prendre en charge le soin, parce que à l'hôpital, apparemment, vous n'avez pas les ressources suffisantes, vraisemblablement. C'est ça. C'est ça, absolument. Et bon, vous l'avez dit, c'est vrai que les 16-18 ans, ils sont particulièrement touchés. Alors là, ça commençait à 16 ans, mais je pense que même si on faisait les 14-16 ans, voire les 12-14, on trouverait aussi des chiffres extrêmement élevés, je pense. À la lecture des résultats, je me disais que moi, j'aurais bien aimé aussi avoir, au-delà de... est-ce que ça dans ton quotidien, t'arrive-t-il d'être stressé, d'être déprimé, d'être triste Ouais, peut-être, ouais, à quelle fréquence. Et puis aussi, moi j'aurais bien aimé peut-être avoir, mais ça c'est peut-être, voilà, parce que je suis pédopsychiatre et parce que dans la dépression et les moments d'angoisse massive chez les adolescents et chez les jeunes, on peut avoir des symptômes qu'on dit d'allure psychotique. C'est-à-dire que c'est très fréquent d'avoir un vécu un peu de persécution, des idées un peu parano, ou d'avoir des idées un petit peu étranges, d'avoir l'impression que les choses sont faites exprès pour nous. On regarde un truc à la télé, ah ben ça m'est adressé à moi, ou des choses comme ça, où les patients, c'est très dur pour eux parce qu'ils ont l'impression d'être vraiment fous, parce qu'ils se disent, voilà, je délire, alors que c'est extrêmement fréquent dans la dépression et les états anxieux de l'adolescent, et beaucoup moins chez les adultes, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Franck Bellivier. Énormément, beaucoup de commentaires sur ces deux résultats. D'abord, j'ai été intéressé mais gêné par l'analyse sémantique. Est-ce que c'est... J'étais pas très au clair sur est-ce que c'est une photographie de leur état ou est-ce que c'est une photographie des représentations qu'ils ont de la souffrance psychique. C'est quoi? Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ce matin. Et donc, c'est intéressant de ce point de vue-là parce que ça veut dire qu'ils ont finalement une bonne représentation de ce qu'est la souffrance psychique. Et j'ai trouvé que c'était un résultat intéressant. On considère souvent la catégorie des jeunes comme incompétents ou insuffisamment acculturés, ayant des mauvaises connaissances sur, mais en fait, probablement qu'ils sont très au fait de ce qu'est la souffrance psychique. Sur la deuxième partie, être stressé, être déprimé, être triste, être angoissé, on peut le voir dans l'autre sens. On peut voir dans ces résultats le fait qu'ils ont, pendant cette période très troublée, et Didier Meyrand a rappelé combien de facteurs avaient impacté la société en général et les jeunes en particulier. Et on pourrait voir dans ces chiffres, en réalité, une réaction assez adaptée de leur part à ces multiples facteurs d'impact de la vie psychique au niveau sociétal, puisque je rappelle qu'on est là dans un échantillon de la population générale. Et quand on discute ces résultats, il faut veiller à ne pas immédiatement transposer ce qui se passe dans les services cliniques. Parce que là, c'est d'autres sources d'informations qui nous renseignent sur ce qui se passe chez ceux qui vont très mal et qui ont recours aux soins. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais les résultats sur les pensées suicidaires, à la fois c'est très inquiétant parce que les chiffres sont élevés, on voit qu'il y a une graduation en fonction des catégories, des sous-catégories d'âge. Et en même temps, si on se réfère aux données en population générale, c'est l'occasion de rappeler que les idées suicidaires, c'est quelque chose d'extrêmement commun. En population générale, tout venant, c'est jusqu'à 17-20% de personnes qui répondent avoir eu des pensées suicidaires. Et c'est important de le rappeler parce que c'est un phénomène commun, mais qui est souvent tu. Les gens sont clandestins avec leurs idées suicidaires, alors même que la déstigmatisation doit permettre à ces personnes de communiquer sur leurs idées suicidaires, parce qu'il y a des réponses très pragmatiques à apporter aux personnes qui sont en souffrance parce qu'elles ont à lutter contre des pensées suicidaires, des pensées négatives de ce type-là. Donc les chiffres sont importants, mais finalement, c'est surtout, à mon sens, l'occasion de rappeler que c'est beaucoup plus commun qu'on ne pense, et il faut le rappeler, et à cette occasion, inviter les personnes à solliciter de l'aide parce qu'on a des réponses à apporter aux personnes qui ont des pensées suicidaires.